Le jour du scrutin constitue une étape très importante dans le processus de l'élection présidentielle. Mais quelle que soit la prestation des candidats, il est important que les représentants dans les bureaux de vote et les mandataires soient informés des différentes tâches pratiques auxquelles ils sont appelés à assurer pour permettre une bonne transparence des élections. Le présent film didactique que vous allez voir parle des différentes tâches et des différents éléments concernant le fonctionnement du bureau de vote. Donc nous allons vous le présenter en 3 grandes étapes. D'abord les différentes tâches pratiques avant l'ouverture du bureau de vote. Ensuite les différentes tâches à mener du début de l'ouverture jusqu'à la clôture du scrutin. Et enfin le travail de dépouillement après la clôture du scrutin. Donc tout de suite nous allons attaquer la première partie. Donc les représentants des candidats dans les bureaux de vote et les mandataires doivent se présenter à leur lieu de travail au plus tard à 7 h le jour du scrutin pour d'abord commencer par la vérification du matériel tant en quantité qu'en qualité pour pouvoir commencer l'installation du matériel différent du bureau. Ce qui est important à ce niveau, c'est que le matériel doit être disposé de sorte que tout électeur se présentant dans le bureau puisse prendre connaissance des différents bulletins et des différentes enveloppes pour lui permettre de faire son choix. Ainsi, avant le démarrage des opérations, le président et les autres membres du bureau de vote doivent constater que le matériel et les documents nécessaires prévus à cet effet sont au complet, notamment une table de vote, une urne, une double liste d'émargement, des flacons d'encre indélébile, un timbre dateur, un timbre portant la mention à voter, des tampons, du matériel pour écrire, une table de décharge sur laquelle seront disposées les enveloppes électorales, les enveloppes électorales en quantité suffisante, les bulletins de vote de chaque candidat en quantité suffisante. Là, il faudra préciser que le nombre de bulletins doit être égal au moins au nombre des électeurs inscrits dans le bureau de vote. Un isoloir, des enveloppes pour l'envoi des procès-verbaux, des feuilles de dépouillement, dont 4 au moins, un moyen d'éclairage de secours et éventuellement les autres documents qui pourraient permettre aux différents membres du bureau de s'informer, tels que le code électoral, l'arrêté relatif aux listes des candidats en compétition, l'arrêté désignant les membres du bureau de vote, le décret convoquant le collège électoral et des imprimés pour la proclamation des résultats. Une fois que le matériel est au complet, il s'agira maintenant de procéder à l'installation du bureau de vote. Il faut rappeler qu'à ce niveau, que le code électoral reste muet à ce niveau. L'essentiel, c'est que le matériel soit disposé de sorte à permettre une transparence des opérations électorales. Nous allons vous montrer donc un exemple d'agencement de bureau de vote. Après l'installation du matériel dans le bureau de vote, on pourra maintenant commencer les opérations matérielles de vote par l'ouverture du bureau. À ce niveau, le président devra sortir et l'annoncer aux électeurs. Et l'heure de démarrage doit être mentionnée sur le procès-verbal. À partir de ce moment, on peut faire entrer les électeurs un à un pour leur permettre d'accomplir leur devoir civique. L'électeur, en entrant dans la salle, fournit sa preuve de vote en présentant sa carte d'identité numérisée et sa carte d'électeur. Puis, il lit les informations contenues sur ces cartes pour permettre aux autres membres du bureau de vote, en même temps, de vérifier si effectivement cet électeur est inscrit sur la liste électorale du bureau de vote, avant de lui permettre de pouvoir commencer l'opération matérielle de vote. Puis l'électeur se dirige vers la table de décharge pour prendre obligatoirement un et un seul bulletin de chaque candidat et une enveloppe électorale. Ensuite, se dirige vers l'isoloir
pour faire son choix. Puis l'électeur passe obligatoirement à l'isoloir pour introduire le bulletin du candidat de son choix dans l'enveloppe, sans la coller. Cependant, il faut préciser qu'il faut rabattre la languette de l'enveloppe à l'intérieur pour permettre au bulletin de ne pas tomber dans l'urne. Avant que l'électeur n'introduise son nom dans l'urne, le président lui fait tremper l'un de ses doigts dans l'encre indélébile. L'électeur vient de voter et se dirige vers le secrétaire du bureau où il doit procéder à la constatation du vote par émargement en face de son nom. Le président lui remet ses 2 cartes et l'électeur sort de la salle. Voilà donc comment vont se dérouler les opérations de vote qui vont donc continuer jusqu'à 18 h. Et à 18 h, s'il n'y a plus d'électeurs qui se présentent devant le bureau de vote, le président va procéder à la clôture du scrutin. Mais s'il arrive à ce que des électeurs soient devant le bureau, ils sont autorisés à voter. Et le président là, il peut procéder à une prolongation. Et qu'à la fin, l'heure de clôture va être mentionnée sur le procès verbal. À partir de ce moment, l'opération de dépouillement va commencer, ce qui va constituer donc la 3e partie. Il s'agira à ce niveau de prendre des scrutateurs, donc des électeurs inscrits sur les listes électorales, pour participer à l'opération de dépouillement. Et à partir de ce moment, la liste des électeurs du bureau est arrêtée et signée par tous les membres du bureau. Donc le processus de dépouillement consiste à établir les suffrages et les différents résultats obtenus à l'issue de l'élection. Mais les opérations préalables auparavant doivent être opérées. Il s'agit donc à ce niveau de mettre en place une table de dépouillement, de débarrasser d'abord la table de charge des bulletins et enveloppes qui n'ont pas été utilisés et de les verser dans la poubelle, de sorte qu'il y ait toujours de la transparence. Sortir les feuilles de dépouillement, les mettre à la disposition des scrutateurs, ouvrir l'urne, verser les enveloppes sur la table de dépouillement, mais avant cela, il faudrait signer la feuille, le registre d'émargement par tous les membres du bureau présents. Donc verser l'urne, compter le nombre d'enveloppes. À partir de ce moment, on peut commencer maintenant à ouvrir les enveloppes pour maintenant compter les suffrages obtenus par différents candidats. Il s'agira à ce niveau de compter d'une manière telle que la transparence aussi soit assurée, n'est-ce pas? Pour permettre à la fin des opérations de pouvoir connaître le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. Et il est prévu des cas de nullité, tels que, par exemple, un bulletin trouvé dans l'urne sans enveloppe, ou une enveloppe sans bulletin, une enveloppe, par exemple, dans laquelle on trouve 2 bulletins de candidats différents, tous les 2 sont considérés nuls, une enveloppe dans laquelle on trouve 2 bulletins de même candidat, un seul bulletin de 2 est compté, et à la fin, on note les différents résultats obtenus partant du nombre de votants, des bulletins nuls, des suffrages exprimés et des différents suffrages obtenus par chaque candidat. Et tout ce travail-là doit être assuré par l'ensemble des membres du groupe, du bureau de vote, donc en toute transparence et en toute clarté, sur la supervision aussi du représentant de la Sénat qui assure la garantie de la transparence des opérations. Donc si cette opération est faite, maintenant il s'agira de remplir le procès verbal qui doit consigner les résultats obtenus à l'issue de ce dépouillement-là. Et qu'à la fin, chaque représentant doit disposer de son procès verbal en bonne et due forme qu'il mettra à la disposition de son responsable, donc du mandataire du centre. Et enfin, il s'agira à ce niveau de transmettre les résultats avec l'enveloppe qui est prévue à cet effet, qui sera cachée à la cire et transmise à la commission départementale de recensement des votes.
Si ces opérations-là sont bien faites, les opérations de vote seraient terminées. Après le dépouillement, le représentant du parti ne devra quitter les lieux sans avoir auparavant reçu son procès-verbal, assisté au scellement de l'enveloppe qui contient le procès-verbal original des résultats, assisté à l'affichage des résultats devant le bureau de vote et enfin assister à la transmission de l'enveloppe scellée par un agent assermenté désigné à cet effet. Mais, quelle que soit la connaissance ou l'engagement des représentants présents, il s'agira d'une détermination permanente parce que c'est une journée de travail et toutes les secondes comptent. Donc, nous demandons à la vigilance et à la présence de tous les représentants pour permettre une bonne transparence des élections à toutes les étapes du scrutin. Il s'agira d'une journée de travail, donc nous appelons la présence de tout le monde pour pouvoir en tout cas passer à des opérations efficaces et comme prévu par notre candidat. Avant le démarrage du vote, j'ai vu que l'urne n'était pas vide. J'ai informé au président du bureau de vote. Il n'a pas voulu m'écouter. Mais en ce moment-là, que puis-je faire en tant que représentant d'un candidat? Avant le début des opérations, tous les membres du bureau doivent constater que l'urne est vide. À partir de ce moment, le président ferme l'urne à clé avec son cadenas et garde les clés par devers lui jusqu'à la fin du scrutin. Si par extraordinaire, il se trouve qu'un des représentants de candidats constate que l'urne contient des enveloppes, à partir de ce moment, les opérations ne peuvent pas commencer. Il suffit d'arrêter les opérations et de remettre de l'ordre pour que les opérations puissent commencer. D'accord, mais qui doit arrêter le vote? En principe, le président ne peut pas refuser. Mais au cas où il s'agit d'être déterminé et d'appeler son mandataire et bloquer les opérations pour que ça ne commence pas. Parce qu'il faut que tout soit clair pour démarrer les opérations. Ça, c'est une disposition obligatoire et expressément dit dans le code électoral. Le président doit montrer que l'urne est vide avant le démarrage des opérations. Un électeur se présente avec sa carte électeur numérisée et l'ancienne carte d'identité. Qu'est-ce que je dois faire? Donc l'électeur, pour fournir sa preuve de vote, doit impérativement présenter sa carte d'identité numérisée et sa carte d'électeur. À défaut de ces deux cartes-là, il ne pourra pas voter. Même s'il présente l'ancienne carte d'identité, il ne pourra pas voter. Un électeur inscrit dans ce bureau présente sa carte d'électeur et sa carte d'identité numérisée, alors que son nom ne figure pas sur la liste. Qu'est-ce que je dois faire? Tous les électeurs autorisés à voter dans un bureau figurent sur une liste électorale de ce même bureau-là. Donc l'électeur qui ne figurerait pas sur cette liste n'est pas autorisé à y voter, sauf quelques cas d'exception prévus par le code électoral, tels que les représentants du bureau qui siègent dans le bureau de vote, les présidents, membres, secrétaires et assesseurs du bureau de vote, le délégué de la Sénat qui siège dans le bureau de vote, les membres de la Cour d'appel accrédités, les chauffeurs et journalistes accrédités qui sont aussi autorisés à voter dans les bureaux de vote, alors qu'ils ne figurent pas dans la liste. En dehors de ces cas, même si un électeur se présente avec sa carte d'électeur et sa carte d'identité numérisée, donc on considère qu'il est inscrit dans ce bureau. Si son nom ne figure pas sur la liste électorale du bureau, il ne pourra pas voter. Si l'électeur se présente avec sa carte d'électeur ayant perdu sa carte d'identité et que son nom figure dans la liste, peut-il voter ou pas? L'électeur qui perd sa carte d'identité numérisée ne pourra pas voter. Parce que simplement, il faut qu'il présente impérativement les deux cartes citées précédemment, c'est-à-dire la carte d'identité numérisée et la carte d'électeur numérisée. Je constate que les bulletins de mon candidat ne sont pas présents. Que dois-je faire? Les représentants
de candidats doivent être présents au bureau de vote avant l'ouverture du scrutin. Il est même recommandé d'être présent au plus tard à 7 heures pour pouvoir contrôler le matériel. Et maintenant, pour les bulletins, il faut que les bulletins de chaque candidat soient en quantité suffisante, c'est-à-dire soient égales au nombre au moins des électeurs inscrits. S'il arrive que les bulletins d'un candidat ne soient pas en quantité suffisante, les opérations ne pourront pas démarrer parce que le code est très clair à ce niveau. Le bureau doit disposer de bulletins suffisants pour permettre à chaque électeur inscrit dans le bureau de pouvoir accomplir son devoir. Pour la disposition des bulletins, le représentant doit veiller à ce que la photo du candidat soit visible. Étant représentante d'un candidat, la place qui m'a été attribuée ne me permet pas de voir l'électeur glisser son enveloppe dans l'urne. Que dois-je faire? Il n'y a pas de place spécifiquement attribuée aux représentants de candidats. Donc le représentant de candidat peut s'installer là où il pense pouvoir être en face de tout ce qui se passe dans le bureau pour pouvoir contrôler la transparence des opérations.